Les Trente Glorieuses désignent une période historique comprise entre 1946 et 1975, pendant laquelle la France et la plupart des économies occidentales connaissent une croissance exceptionnelle et régulière. À l'issue de cette période, les pays développés sont entrés dans l'ère de la société de consommation. Les Trente Glorieuses se fracassent sur les chocs pétroliers successifs des années 70. En 1973, face à la guerre du Kippour qui voit l'Égypte et la Syrie attaquer Israël, les pays de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, décident d'utiliser le pétrole comme une arme politique. Les États occidentaux qui soutiennent Israël sont en effet très dépendants du pétrole. L'OPEP diminue la production de pétrole afin de faire monter les prix. Entre octobre 1973 et mars 1974, le prix du baril est multiplié par plus de 4, passant de 2,5 $ à 11,5 $ le baril. Les conséquences économiques sont lourdes. Tout devient plus cher. Les entreprises font face à des surcoûts qui se répercutent sur l'emploi. Le taux de chômage augmente. Un second choc pétrolier a lieu en 1979 à la suite de la révolution en Iran. Il faut souligner que la fin de la croissance économique des Trente Glorieuses est aussi la conséquence de la saturation des marchés intérieurs. Les ménages sont déjà équipés. L'Iran est jusqu'en 1979 un allié de l'Occident. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui dirige l'Iran avec une main de fer, pratique une politique de modernisation et d'occidentalisation du pays. Les contestations des traditionalistes se multiplient. L'ayatollah Khomeini, en exil, en profite pour encourager une révolution. Le Shah doit s'exiler et l'ayatollah Khomeini s'empare du pouvoir en 1979. L'ayatollah Khomeini met en place un régime théocratique, dans lequel le pouvoir appartient aux religieux et dont il est le guide suprême. Le 1er avril 1979, l'Iran devient le premier régime islamiste du monde. Les États-Unis sont présentés par l'ayatollah Khomeini comme le grand Satan. Le 4 novembre 1979, l'ambassade américaine de Téhéran subit une attaque étudiante. 52 Américains de l'ambassade sont retenus en otage durant 444 jours. Dans le cadre de la guerre froide, l'Iran rejette aussi l'URSS. En raison de ces bouleversements politiques dans un des principaux pays producteurs de pétrole, la production mondiale diminue, provoquant une hausse du prix du pétrole. Le prix du baril est multiplié par 2,7 entre le milieu de l'année 1978 et 1981. Le système de Bretton Woods, mis en place en 1944, est mis à mal en 1971 à la suite de la décision du président américain Richard Nixon de suspendre la convertibilité du dollar en or. En effet, les Américains ont fait fonctionner la planche à billets et ils sont dans l'incapacité d'assurer les échanges dollars-or sans mettre à mal les réserves de la Banque fédérale américaine. En 1976, la fin des accords de Bretton Woods est actée et implique le retour au change flottant. En réaction au premier choc pétrolier, les pays développés se réunissent annuellement lors d'un sommet des chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés, le G7. France, RFA, Italie, Japon, Royaume-Uni, USA et à partir de 1976, Canada. À eux 7, ils réalisent la moitié du PIB mondial et détiennent en 1975 les 2/3 de la richesse mondiale. L'objectif initial du G7 est d'être une enceinte de coordination des politiques économiques et financières afin de permettre une reprise de la croissance et ainsi lutter contre les conséquences des déréglementations financières et économiques mondiales. En effet,
il y a un chômage de masse et une inflation. Les pays les plus industrialisés qui ont vu leur économie se tertiariser connaissent une décroissance rapide de leur secteur industriel face aux deux chocs pétroliers des années 70. À partir des années 80, les pays développés abandonnent le keynésianisme et adoptent un système néolibéral. Le néolibéralisme est une doctrine théorisée par l'économiste américain Milton Friedman qui critique les interventions de l'État dans l'économie et prône le retour au libéralisme. Les États réduisent leurs dépenses, privatisent les entreprises publiques et déréglementent de larges pans de l'économie nationale. Deux dirigeants incarnent ce tournant néolibéral. La première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, et le président des États-Unis, Ronald Reagan. Les dépenses publiques, les impôts, la régulation et l'inflation sont réduits. Sous Reagan, qui considère que l'État n'est pas la solution, mais au contraire le problème, l'inflation passe de 12 à 2% et la croissance repart. Mais l'industrie et ses travailleurs paient un lourd tribut à cette politique économique. Ronald Reagan se lance alors dans une politique protectionniste afin de préserver l'industrie nationale dans le cadre de la mondialisation. Cette politique néolibérale augmente les inégalités sociales au sein des pays, tandis que la mondialisation est critiquée par les pays en développement qui constatent une augmentation des inégalités mondiales. Deng Xiaoping, qui succède à Mao Zedong, est à la tête de la République populaire de Chine, RPC, de 1978 à 1992. À son arrivée au pouvoir, le fonctionnement de l'économie chinoise repose sur les principes classiques d'un système communiste. Planifié, autarcique et collectivisé, la Chine est un pays pauvre qui connaît un écart de richesse important avec les économies occidentales développées. Deng Xiaoping met en place les 4 modernisations, axées sur l'agriculture, l'industrie, la science et les technologies, ainsi que sur la défense nationale. Le but affiché est de faire de la RPC une grande puissance internationale. Deng Xiaoping veut que la Chine se modernise. Deng Xiaoping convertit son pays à une économie socialiste de marché, qui allie un système politique communiste rigide qui refuse toute démocratisation à une économie libéralisée. La politique économique mise en place consiste en une politique d'ouverture de la Chine aux capitaux étrangers. Ces investissements étrangers sont orientés uniquement vers des zones économiques spéciales, ZES, et des zones franches qui sont situées sur les littoraux chinois. La RPC se développe rapidement. Cette politique d'ouverture se traduit aussi sur la scène internationale. Deng Xiaoping met en place des relations diplomatiques apaisées avec les États-Unis et les pays occidentaux. La RPC intègre aussi des institutions internationales, telles le FMI et la Banque mondiale. Les revendications de liberté et de démocratie de la jeunesse chinoise sont réprimées dans le sang lors du massacre de la place Tiananmen les 3 et 4 juin 1989. Le bilan oscille entre 300 et 10 000 morts. Les dépenses d'armement ou de la course à l'espace sont lourdes à supporter pour l'URSS. Au niveau économique, la productivité est faible. Au sein des démocraties populaires sous domination soviétique à l'intérieur du bloc de l'Est, des contestations se développent. L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'URSS entre 1985 et 1991 enclenche la fin de la guerre froide. Ce dirigeant décide la mise en place de la glasnost, qui consiste en un respect des droits fondamentaux, avec une plus grande liberté d'expression et une communication politique plus transparente.
En parallèle, il instaure aussi la perestroïka, qui signifie restructuration en russe. Il s'agit de mettre en place une politique économique plus libérale. La perestroïka consiste en une restitution de l'usage de la terre aux paysans, en l'autorisation de l'auto-entrepreneuriat et au principe de responsabilité dans les grandes entreprises. L'objectif est d'accroître la productivité. Les réformes démocratiques et économiques engagées ne réussissent pas à redresser l'économie du pays. En 1989, Mikhaïl Gorbatchev annonce que les troupes soviétiques n'interviendront plus en Europe de l'Est. En mai 1989, la Hongrie ouvre le rideau de fer. Une forte émigration s'enclenche en direction de l'Ouest. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est détruit sous la pression populaire et l'Allemagne est réunifiée dès 1990. Les pays satellites de l'URSS prennent peu à peu leur indépendance et le pacte de Varsovie est dissous. Cela marque l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991. De 1967 à 1974, à la suite d'un coup d'État militaire, la Grèce est dirigée par le régime des colonels. Le roi, discrédité, est contraint à l'exil. En 1974, une crise entre la Grèce et la Turquie autour de l'île de Chypre conduit à un processus de transition de la dictature vers la démocratie. Fin 1974, des élections libres sont organisées. Au Portugal, en 1974, la révolution des œillets met fin à la dictature qui existait depuis les années 1930. Le MFA, Mouvement des forces armées, s'organise avec pour objectif la démocratisation, la décolonisation et le développement économique du pays. Avec le soutien de la population, le MFA organise un coup d'État. Une nouvelle constitution est établie en 1976. La démocratie parlementaire triomphe au Portugal. En Espagne, le dictateur Franco, au pouvoir depuis 1939, meurt en 1975. Il désigne comme successeur l'héritier de la famille royale espagnole, Juan Carlos de Borbón. Au lieu de poursuivre le régime dictatorial de Franco, Juan Carlos met en place une démocratie. En 1977, le pluralisme est rétabli et l'année suivante, une nouvelle constitution est adoptée. Ces trois nouvelles démocraties méditerranéennes intègrent la CEE, respectivement en 1981 pour la Grèce et en 1986 pour l'Espagne et le Portugal. Ces nouvelles adhésions introduisent un problème qui va être récurrent au sein de la construction européenne: l'accroissement des disparités économiques existantes avec les membres fondateurs. Ces trois pays sont majoritairement agricoles et connaissent un niveau de développement inférieur aux pays de la CEE. En 1987, par exemple, le Portugal a un PIB 25 fois moindre que celui de la France. De même, le PIB par habitant de ces trois pays est entre 2 à 4,3 fois moins élevé que le PIB par habitant français. Suite à l'effondrement du mur de Berlin en 1989 et à la réunification de l'Allemagne en 1990, l'ex-RDA intègre la CEE.